Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une FAQ et c'est la deuxième fois que je la recommence parce que je filmais avec mon téléphone sauf que je n'avais plus de batterie. Donc j'ai parlé, je suis sûr, pendant une demi-heure et le téléphone était éteint. Donc du coup je recommence. Donc du coup là avec l'appareil photo, avec ma caméra, avec mon 70D. La première question, c'est celle de Sandro. Alors je te remettrai en fait les liens Instagram de chaque intervenant, donc sauf un, parce que il a zéro image sur son compte, mais il m'a quand même posé une question. Donc sinon, je te remettrai les correspondances Instagram pour chacun d'entre eux. Comme ça, tu pourras aller voir un petit peu le travail que chacun fait et tu verras que c'est vraiment pas si mal que ça. Alors, la première question, c'est Sandro qui me l'a posée. Alors, on était en train de discuter en message privé et on discutait d'exposition photo, si mes souvenirs sont bons, et notamment avec des oiseaux qui sont de couleur assez claire. Et donc Sandro m'a, lorsque j'ai posé la question pour la FAQ, en rigolant aussi, il ne pensait pas que j'allais le prendre au sérieux, mais la question a été sélectionnée quand même. C'est: quelle est ta méthode pour pratiquer un bracketing sur un oiseau avec un plumage blanc? Alors, bien sûr, au premier abord, on pourrait se dire que c'est pas forcément faisable, mais je pense qu'il y a moyen de pouvoir le faire. Alors, sous certaines conditions, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'un bracketing? Un bracketing, c'est faire une série d'images, donc au minimum 3. Après, tu peux monter un petit peu, donc 3, 5, 6 images avec des expositions différentes. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une palette plus large d'exposition et donc d'avoir une dynamique plus importante et de pouvoir récupérer des détails à la fois dans les zones sombres et dans les zones claires. Alors bien sûr, le fait de prendre différentes images, il va falloir après sur un logiciel fusionner les images. Donc en quelque sorte c'est un petit peu du HDR, puisqu'on va utiliser une grande plage dynamique pour récupérer du détail un petit peu partout et essayer autant que se peut de faire une image exposée comme on a envie, correctement, partout sur l'image. Parce que tu te doutes bien que, par exemple, si on prend du paysage, si tu ne prends qu'une seule photo, et que tu te retrouves dans une situation où tu as des zones qui sont relativement sombres, avec une lumière qui va être plutôt intense d'un autre côté, pour un ciel par exemple, malgré la bonne dynamique des appareils, tu n'arriveras pas à avoir quelque chose de bien exposé partout. Et le bracketing va te permettre d'avoir en fait ça, de pouvoir fusionner ensuite les images que tu vas prendre et d'avoir une image exposée à peu près correctement un petit peu partout. Alors, pour de l'oiseau avec un plumage blanc, je pense que c'est faisable. Il faut d'abord, je pense, avoir... Alors, je n'ai jamais essayé, donc ça sera à tester et je testerai et je te montrerai en fait les résultats que je peux obtenir. Alors, je pense qu'il faut absolument avoir un trépied. Tout simplement parce que si tu prends plusieurs images, il faut vraiment que tu gardes le même cadre et la même composition pour pouvoir après assembler tes images. Je pense qu'il faut faire aussi un minimum d'images, c'est-à-dire il faut, donc le minimum c'est 3, donc c'est-à-dire que lorsque tu vas regarder ton posemètre pour toi exposé, tu auras une photo exposée sur le 0, donc correctement pour l'appareil photo,
tu vas exposer une image en sous-exposition et une image en surexposition. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin parce que tu travailles avec du vivant. Et donc, il va falloir que tu utilises l'oiseau lorsqu'il va être immobile, c'est-à-dire lorsqu'il va être posé à un endroit dans le décor. Et donc, il va falloir que tu te dépêches pour faire ton bracketing, parce que si tu ne prends que deux images et que l'oiseau s'en va, eh bien, tu devras recommencer. Alors certes, ça ne doit pas être une technique très simple à mettre en œuvre. Il va falloir, je pense, tester pas mal de fois pour comprendre un petit peu les différentes expositions que tu vas devoir utiliser pour avoir quelque chose au final, une fois fusionné, de correct. Parce que je te rappelle que moi, un plumage blanc, en fait, je suis très pointu en fait là-dessus, parce que j'aime pas les aplats blancs. J'aime pas. Alors même si, par exemple, sur le logiciel, eh bien, tu n'as pas ces zones qui sont dites cramées, tu as parfois quand même des blancs qui sont vraiment, c'est vraiment des aplats, et tu ne devines même pas un petit peu de détails en fait dedans. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un petit peu de détails dans les plumages, sauf cas particulier, mais voilà, en général, j'aime bien avoir un petit peu de détails. En tous les cas, me dire, ah oui, là, je devine quand même en fait les plumes, et donc c'est très particulier parce qu'en général, je suis obligé de sous-exposer beaucoup parce que j'expose en fait mon oiseau et je n'expose pas en fait le reste. Donc très régulièrement, lorsque je fais, même tout le temps, lorsque je fais ce type d'image, lorsqu'il y a du soleil, j'ai un oiseau qui est bien exposé et j'ai mon arrière-plan, en fait mon environnement qui va être plutôt sombre, voire quasiment noir. Alors tu peux faire la même chose sur des fleurs, tu obtiendras la même chose. Les seules fois où tu peux avoir, je pense, une image qui soit à peu près correctement exposée, même si tu exposes correctement que ton sujet, donc ton oiseau, c'est sur des conditions météo qui vont être plutôt grises, voire franchement nuageuses. Parce qu'en fait, tu vas devoir moins sous-exposer ton oiseau pour avoir ce que tu veux, et donc ton arrière-plan sera beaucoup plus lumineux de ce fait. Donc il va falloir, par exemple, une fois que tu as trouvé l'image où ton oiseau va être correctement exposé, il va falloir que tu aies, suivant les conditions, si c'est très ensoleillé, peut-être qu'il te faudra simplement une image en sous-exposé, mais de très peu, mais c'est fort possible que tu aies besoin, parce qu'en fait ton oiseau, tu vas déjà être très sous-exposé, parfois de 2 stops, voire 3 stops, et du coup, là pour le coup, il faudra que tu fasses un bracketing, mais en positif, donc 2, peut-être 3 images surexposées, mais par petites tranches en fait, pour juste récupérer en fait ce qu'il te faut de détails et d'avoir quelque chose de correct. Alors après, bien sûr, tu peux le faire, je pense, lorsque c'est bien lumineux, en te plaçant sur le 0 sur ton posemètre, en sous-exposant une image et en surexposant une autre image. Donc ça va vraiment être des tests à faire, mais je pense que c'est faisable. Alors bien sûr, il ne faut pas que ton oiseau bouge, il faut vraiment que ça soit fixe, il faut qu'il soit posé à un endroit. Donc un petit peu de rapidité. Si ton boîtier fait du bracketing, essaye de l'utiliser et voir ce que ça donne, parce que tu peux choisir ce que tu veux comme incrément sur le bracketing. Sinon, tu le fais manuellement. Et moi, je te le conseille de le faire sur le mode manuel. Voilà, donc pour le bracketing, je pense que c'est faisable. Donc on teste. Et puis je reviendrai là-dessus et j'essaierai et je te dirai un petit peu ce qu'il en est et si c'est réellement faisable ou pas. Alors, si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça sera toujours intéressant de savoir
si vous avez déjà essayé et si ça a bien fonctionné. La seconde question qui m'a été posée, elle vient de lelesmile.fr. Donc lui, il n'a pas de photo sur son compte, donc c'est pas très grave. Il me pose quand même la question, c'est quel est ton objectif et ton boîtier préféré? Alors, j'avais déjà en fait donné un petit peu le matériel que j'utilisais. Maintenant, en favori, en boîtier, je peux pas vraiment dire quel est le boîtier préféré. Actuellement, j'ai 3 appareils, j'ai 2 Canon et j'ai un Nikon. J'ai 2 Canon en APS-C et un Nikon en plein format. Effectivement, je préfère le plein format, pas parce que ça va me donner de meilleurs rendus au niveau des images, pas forcément. Parce qu'en fait je peux même pas comparer parce que je n'ai pas les mêmes optiques sur mon plein format que sur mon APS-C, donc je ne peux absolument pas comparer là-dessus. J'ai ma petite idée, mais je me garde pour l'instant de le faire puisque je ne peux pas comparer. Par contre, le fait d'avoir un plein format, eh bien, ça te donne en fait la vraie valeur de tes optiques. C'est-à-dire que lorsque tu vas monter un 50 mm ou un 300 mm, tu auras vraiment les valeurs d'un 50, la vision d'un 50 et la vision d'un 300 mm. Sur un APS-C, tu le sais aussi bien que moi, eh bien, il faudra appliquer un crop factor qui est en général soit de 1.5 chez Nikon et d'autres, je ne sais plus si c'est Fuji ou si c'est Sony, et du 1.6 chez Canon par exemple. Donc ça peut être très bien en animalier, parce que l'animalier, on va chercher à être plus près des animaux. Donc l'APS-C avec ce système de crop factor va te permettre, en étant à la même distance, de te rapprocher un petit peu dans ton image de ton animal. Donc effectivement, pour l'instant, ça serait le plein format, bien sûr mon D810. Si je devais racheter de l'appareil, je pense que de toute façon le boîtier, je partirais sur un hybride, et je pense qu'il y a 3 outils à l'intérieur d'un boîtier que je regarderai. En fait, c'est le capteur qui me permettrait de monter en faible lumière, donc dans les ISO, avec peu de bruit. Donc ça, c'est la plupart des photographes cherchent aussi à ça, même si très honnêtement je suis assez laxiste en fait sur la montée en ISO. Les collimateurs très très important pour moi. En fait, même si je ne devais avoir qu'un seul collimateur très performant, en fait, il me le faudrait vraiment très performant, qu'il réagisse très très vite, très rapidement, qu'il accroche très facilement en fait un sujet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas là avec les appareils que j'ai actuellement. Et puis une chose aussi, alors j'ai jamais essayé puisque de l'hybride je n'en ai jamais utilisé, mais en fait c'est le mode silencieux des hybrides. Ça doit être quelque chose de génial, notamment sur de l'animalier. Plus de bruit, plus de bruit au déclenchement, donc plus de perception par l'animal, en tous les cas du bruit de l'appareil photo, du déclenchement. Et puis aussi, lorsque tu vas faire des images, en tous les cas pour ma part, des images en intérieur, par exemple sur des églises, où effectivement, même moi, en tant que photographe, le bruit du déclenchement me gêne. Donc effectivement, ça serait vraiment un plus sur de l'hybride. Donc voilà pour les boîtiers, en fait, ce que je ferai attention. Maintenant, il n'y a pas de... Alors je pense que je resterai peut-être sur... où je pense que Nikon a fait quand même des bons hybrides. Là, les derniers hybrides sont quand même assez performants.
Donc je resterai peut-être sur du Nikon. Mais en fait, au niveau des marques, j'ai pas de préférence. Je pense que si on me donnait un Olympus ou si on me donnait un Sony, j'arriverai à me débrouiller et je ferai, je m'amuserai autant qu'avec mes Canon ou avec mon Nikon en réflexe. Pour ce qui est d'objectifs favoris. Alors, là ici, ce que je peux te dire, je vais te donner en fait deux catégories, donc sur le social et sur, on va dire, l'animalier, la nature, hein, principalement, parce que je ne fais que principalement de la proxy photo, un petit peu de macro et de l'animalier sur des oiseaux. Alors, sur l'oiseau, sur les animaux, le 500, 400 et 500 mm, franchement, ça peut donner des super rendus en fait lorsque les bestioles sont pas trop loin. Alors bien sûr, après tout dépend en fait de la qualité d'optique. Moi j'ai un 50-500, donc c'est un zoom. Donc ça reste un zoom. La qualité est peut-être pas forcément la meilleure par rapport à une optique fixe. Par contre, je sais qu'avec à 500 mm, ça me donne quand même des rendus qui sont vachement sympas. Donc le 500 pour l'oiseau, pour les animaux. Pour ce qui est de la proxy, écoute, je travaille beaucoup. Favori, alors je pense que je resterai quand même sur le 105 mm Nikkor 105 mm f2.8. Je pense que je resterai là-dessus parce que à f4 j'ai des rendus qui me conviennent parfaitement. J'arrive à avoir des choses qui sont extraordinaires. Alors bien sûr c'est une optique qui est incroyable. Maintenant j'utilise aussi beaucoup alors mon 70-300 à 300 mm f5.6 et mon 50-500, je l'utilise aussi à 400 et 500 mm pour faire de la proxy. Donc à 6.3 puisque je ne peux pas descendre en dessous. Je ne peux pas ouvrir plus. Je dois dire que 300, 5.6, c'est vraiment pas mal en fait. On peut vraiment faire des choses très sympathiques. Et à 500 en proxy, on arrive à faire des choses où on pourrait croire que les images ont été faites avec une optique spécifique pour la macro par exemple. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc je garderai quand même le 105 pour la proxy, et puis alors pour le social, je pense que c'est le 35 mm. Le 35 mm de chez Sigma f1.4. Alors le 35 me donne des rendus juste extraordinaires. Alors bien sûr à 1.4, je l'utilise aussi beaucoup à f4 pour avoir un tout petit peu plus de zone de netteté et de profondeur de champ. Mais c'est vrai que j'ai eu l'habitude de faire quand même des sessions en fait, par exemple sur des mariages à 1.4, et c'est vrai que le 35 mm, cette focale de 35, j'aime énormément. Alors la question suivante, elle vient de Jennifer. Alors c'est assez rigolo parce que effectivement j'ai préparé un petit peu les questions de la FAQ en amont pour avoir quand même quelque chose qui soit assez fluide et que je ne perde pas le fil de mes réponses. Et quand j'enregistre en fait cette deuxième partie, alors peut-être que je vais faire une troisième partie avec la dernière question parce que elle va demander pas mal de petites explications. Et pour cette question de Jennifer, c'est si tu devais définir ta photographie en 3 termes, quels seraient-ils? Et
hier soir, je recevais donc Jennifer sur mon Insta en live pour son interview. Et du coup, c'est rigolo parce qu'en fait, je vois que j'avais mis en fait la même chose, la description pour les 3 termes. J'avais mis donc en premier, j'avais mis les émotions en fait. Donc pour définir en fait ma photographie, il y a 3 termes. Donc il y a les émotions, il y a le partage et puis il y a le ressourcement. Alors pour les émotions, eh bien c'est ce que je vais réussir à retranscrire en fait dans mes images. Et comme je l'ai dit hier dans le live, c'est vrai que sur de la photo nature, de la photo animalière, parfois c'est quand même un peu compliqué de réussir à mettre des émotions, à faire sortir quelque chose, alors que sur de la photo sociale, c'est beaucoup plus simple puisque tu as des visages et donc les expressions des visages, eh bien, apportent forcément des émotions. Et donc dans ces émotions, en fait, j'avais mis le mot de monde imaginaire. Et c'est rigolo parce qu'on en parlait hier et en fait j'ai ressorti la même chose dans le live. Et donc c'est rigolo parce qu'en fait la trame de mon travail, dans l'introspection en fait que j'ai commencé depuis déjà pas mal de temps, pas mal de mois, eh bien en fait c'est des petits mots qui reviennent souvent et donc qui apparemment définissent quand même bien ma photographie. Alors pour la partie émotion, en fait c'est un travail que j'essaye de faire. Alors non seulement avec les choses qui me sont chères en fait, c'est une introspection que je suis en train de faire sur moi pour sortir en fait quelque chose et que ça transparaisse dans les images. Après, il y a d'autres choses en fait qui vont intervenir, c'est qu'il faut absolument que je fasse des images pour moi, des images dont j'ai envie. Et je montre des images que j'ai envie, et non pas des images qui vont forcément fonctionner pour les autres, et peut-être que certaines images ne plairont pas. En tous les cas, à moi, elles me donnent envie de les partager, et donc c'est ça le principal. Et puis, pour réussir à mettre en place en fait les idées que je peux avoir dans la tête, eh bien, je vais parcourir, j'ai déjà commencé cette année, et je vais parcourir des techniques, mettre en place des techniques, les essayer, les cumuler peut-être pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis aussi au niveau, alors ça j'en ai déjà parlé aussi, mais je vais en reparler sur les traitements photos. Parce que je crois que en fait c'est un cheminement complet entre la prise de vue, ce qu'on va réussir à tirer en fait d'une sortie photo et de prise de vue, mais aussi derrière avec le post-traitement, parce que c'est, je crois, l'un des éléments qui nous permet en fait de façonner nos images, de les sublimer, de mettre en valeur en fait nos idées, nos pensées et nos émotions. Donc ça c'est pour les émotions. Pour le partage, eh bien, c'est ce que je disais juste avant, c'est de montrer en fait le travail que je fais aux autres, et d'avoir des retours, alors qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en tous les cas, je pense que ça doit intervenir dans le développement en fait de son travail personnel. Je pense que c'est une étape indispensable pour avoir aussi un certain recul avec ses propres images. Et puis après, le ressourcement, en fait, oui, mes images, c'est un ressourcement parce que je vais dans la nature, parce que je vais me ressourcer en fait dans la nature. C'est quelque part une sorte de liberté que je m'octroie, où en général je ne pense plus à rien, je fais le vide parce que je vis le moment présent. Donc c'est une certaine liberté et ça me permet aussi d'évacuer en fait le quotidien. Donc si j'ai des soucis par exemple au niveau professionnel, eh bien ça va me permettre d'apaiser tout ça et pendant un laps de temps, eh bien, de ne plus forcément y penser et de me concentrer en fait sur le lieu, sur ce que je vois et de prendre vraiment plaisir à ça et de prendre plaisir à faire mes images.
Donc tout ça, tu vois, en fait, c'est les 3 mots aujourd'hui qui définissent, je pense, mes images. Donc les émotions, donc avec ce monde imaginaire, hein, ce monde que j'essaye de me créer. Le partage avec tout le monde, c'est ce que je fais ici en vidéo, mais aussi sur mes comptes Instagram, par exemple. Et puis, un ressourcement, donc là, c'est beaucoup plus personnel, bien sûr, lorsque je me déplace dans la nature, et où je prends en fait ces moments pour moi, pour me ressourcer. Pour la prochaine question, elle nous vient de Sébastien, et Sébastien me demande comment garder sa motivation sur le long terme. Alors je vais donner juste quelques pistes, bien sûr je pense qu'il y en a plein à notre disposition, il faut juste trouver en fait celle qui va nous convenir. Alors effectivement, lorsque on pratique la photographie, on a des périodes où on est motivé, où on a de l'inspiration, on arrive à créer en fait des images, on évolue, et puis il y a un moment où on va stagner un petit peu, et en général c'est sur ces périodes où la motivation va plus être la même, et d'ailleurs on va pouvoir perdre cette motivation. Alors comment faire pour se remettre en selle et puis repartir du bon pied et réussir à recréer en fait des images et de pouvoir de nouveau évoluer. Alors je crois très sincèrement que lorsqu'on a une période qui arrive comme ça, où on n'est plus motivé, où on n'a plus envie de sortir, alors moi ça m'arrive, hein, alors c'est pas régulier, il y a des périodes où je vais avoir plusieurs petites périodes comme ça où je suis pas motivé, où j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller photographier des fleurs ou des insectes ou des oiseaux. Je préfère rester chez moi. Donc en fait sur ces petites périodes, eh bien il faut aussi savoir s'arrêter. Il faut aussi savoir dire bon ben là ok, là ça va plus, j'arrive plus à créer. J'arrive plus à me motiver pour aller en sortie, eh bien j'arrête et je vais faire autre chose. Et tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux aller bien sûr découvrir des expos photos si tu as envie. Tu peux aller dans les musées, tu peux aller voir des amis, tu peux aller voir ta famille, tu peux aller discuter. Parce que ça en fait ça va te faire du bien, ça va t'aérer la tête, vous allez discuter d'autres choses que de la photo, et donc du coup peut-être que ça va t'apporter en fait des nouvelles idées lorsque tu vas recommencer en fait l'image. Alors ce sont des périodes qui peuvent être plus ou moins longues. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes de 3-4 jours où vraiment plus l'envie, et puis après je redémarre, je me dis allez je vais aller sortir, voir un petit peu ce que ça donne, et puis c'est reparti. Mais il peut arriver aussi qu'il y ait des grosses périodes de 1 semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines, où on n'a plus vraiment l'envie de sortir et d'aller faire nos photos dans le domaine où on est un petit peu expert. Et donc ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut un petit peu s'aérer la tête et voir d'autres choses. Le sport aussi, tu peux faire un petit peu de sport, parce que quand tu fais du sport, en fait, tu vas t'aérer l'esprit, tu ne vas plus penser forcément à tous ces micro-soucis que tu peux avoir, de questions que tu te poses, et utiliser le sport pour repartir de nouveau sur une motivation à faire des images, eh bien ça peut être aussi une bonne étape, et moi je sais que ça m'aide aussi pas mal. Tu peux aller faire aussi des balades sans appareil, juste profiter de prendre l'air. Tu n'as plus cette contrainte de dire bon il faut que je trouve un sujet, il faut que je trouve un cadrage, une composition. Là tu vas juste te balader. Alors ce qui peut être bien aussi, si tu vas faire des balades sans appareil, c'est que tu vas peut-être découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits,
et ça tu vas l'avoir dans un coin de ta tête, et du coup quand tu reprendras tes images, tu pourras aller dans ces lieux, et du coup peut-être avoir de meilleures images, les faire évoluer parce que le cadre ne sera pas le même, et ben tu seras reparti avec de la motivation, de l'inspiration, et tu referas de belles images. Quelque chose qui peut être aussi très intéressant, c'est de sortir avec quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir un binôme. Alors, je ne te dis pas de sortir souvent avec un binôme, mais de temps en temps, de sortir avec quelqu'un, ça va te permettre de discuter, d'échanger, et donc peut-être que ça te permet aussi de rester motivé, parce que tu te dis, ah bah oui, ça c'est une bonne idée, l'astuce que lui m'a donnée, eh bien je vais essayer de la mettre en pratique et voir si ça fonctionne. Et peut-être que je vais pouvoir améliorer certains aspects en fait de mes images. Peut-être que cette astuce, je vais aussi peut-être trouver d'autres combines pour l'améliorer. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, tu gardes en fait ta motivation. Pour garder en fait une motivation, tu peux aussi, c'est avoir des projets. Je pense avoir des buts. Par exemple, si tu te lances sur une série photographique, eh bien, ça va te donner en fait ce petit supplément de motivation qui va te permettre de la garder sur le long terme. Alors, oui, pendant ces petites périodes où tu n'as plus de motivation, où tu la perds et où tu voudrais la récupérer, eh bien, moi je t'encourage aussi à essayer d'autres domaines de la photographie. Parce que juste ça peut te donner en fait des idées créatives et te redonner en fait cet élan que tu avais perdu. Et en fait, même si la motivation, tu l'as presque tout le temps, tu n'as pas forcément beaucoup de petites coupures, je pense que te mettre en fait toutes ces petites choses, par exemple faire un peu de sport, aller discuter avec d'autres personnes, te mettre à essayer de faire d'autres images dans un autre domaine, essayer d'aller apprendre avec quelqu'un, donc prendre des formations par exemple, ou aller en présentiel avec quelqu'un pour qu'il te montre un petit peu sa façon de fonctionner, et bien tout ça mis bout à bout, pas en le faisant à chaque fois, mais un petit peu au courant de toute l'année, et bien tu vas garder cette motivation. Et je pense que ça peut vraiment être de bons moyens pour le long terme, parce que forcément il y aura des petites périodes où ça sera un petit peu moins glamour, parce que tu n'auras plus envie, parce que voilà. Il faut vraiment savoir faire d'autres choses à côté de la photo. Alors j'espère que ça répondra à ta question, Seb, et merci de l'avoir posée. Pour la dernière question qui nous vient de Karine Bernardou, Exposition naturelle sur Instagram, merci de l'avoir posée. Elle me demande comment j'organise en fait ma scénographie en vue d'une exposition. Alors, plus spécialement sur une série photographique. Alors, j'ai vu avec elle, parce que je dois te dire que des séries photographiques et au niveau d'une organisation d'expo, je suis pour l'instant nul. Faut bien le reconnaître. Je n'ai pas vraiment d'organisation. Donc je lui ai proposé en fait de faire un petit historique des expositions que j'avais déjà faites et bien d'expliquer un petit peu comment je les avais obtenues, comment je les ai faites, ce que j'avais fait comme tirage, comment j'ai choisi les images, voilà, les supports, et puis au vu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense des erreurs que j'ai commises, qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines, en tous les cas, vers quoi je vais tendre pour les prochaines expositions. Alors, pour la petite histoire, en fait, les 2 premières expositions, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai faites, c'était à mon travail.
Tout simplement parce que entre 2006 et 2015, j'étais responsable aquariologie à l'aquarium de Douai. Et donc j'avais en responsabilité des aquariums en exposition au public, et puis j'avais 2 salles d'histoire naturelle avec des animaux naturalisés et des insectes. Donc il a fallu que je réorganise en fait tout ce service, et pour la partie histoire naturelle, d'après ce que j'avais pu voir ailleurs, ce que je voulais faire, c'était organiser, parce que c'était vraiment tout petit, toutes petites salles, mais j'avais dans l'idée de pouvoir organiser en fait des expositions temporaires, parce que j'avais vu ça ailleurs, que je trouvais que c'était une bonne idée, et donc du coup, j'ai organisé plusieurs expositions temporaires, et j'ai utilisé pour agrémenter en fait cette expo les images qui m'appartenaient. Alors c'était très bien parce que c'était des images qui m'appartenaient et je n'avais plus forcément ce problème de droit d'auteur puisque voilà, c'était les miennes, donc je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc j'ai commencé à ce moment-là de faire de l'exposition, même si c'était pas vraiment une exposition, voilà, faire des tirages et les exposer à la vue de tout le monde. Pour la première exposition vraie que j'ai faite, c'était avec mon pote Alain. Il pourra donner aussi son avis, hein, parce que je sais qu'il regarde les vidéos. Donc Alain, tu pourras donner en fait un petit peu ton ressenti sur les expos et de comment tu avais choisi en fait tes images, parce qu'effectivement moi les images que j'ai choisies, écoute, la première fois, les premières fois, c'était complètement aléatoire. En fait, il n'y avait aucune cohérence en fait dans les images. C'était des images que j'aimais, mais je pouvais passer d'un oiseau à une fleur ou à un insecte. En fait, il n'y avait vraiment aucune cohérence, mais j'étais content de l'avoir faite. Alors cette première expo, comment on l'a obtenue? Tout simplement parce que très peu de temps en fait après avoir rencontré Alain sur une sortie, eh bien je lui ai proposé bien qu'on fasse par la suite différentes sorties et que je voulais essayer de faire des expositions. Et j'avais dans l'idée d'aller voir le maire de ma commune et de lui proposer en fait de faire une exposition. Donc Alain était ok, on s'est donné rendez-vous, on a pris rendez-vous avec le maire, et puis on lui a proposé, on lui a montré un petit peu le travail qu'on avait déjà fait, parce qu'on avait déjà des tirages. Et en fait le maire a été ok pour ça, et il nous a proposé d'exposer en même temps que des peintres. Donc ça c'est le premier week-end de février. Donc pour cette première expo, j'avais également diffusé un diaporama sur grand écran, et en fait je n'ai pas reconduit en fait cette expérience. Peut-être que ça sera une bonne idée d'y penser pour la suite. Donc voilà, alors pour cette première expo, et du coup on a continué, puisque c'est une expo qu'on fait tous les ans, enfin que je fais tous les ans. Alain l'a fait une paire de fois, 3 ou 4 ans d'affilée avec moi. Et du coup, moi, il y a eu une année où je ne l'ai pas faite. Et qu'est-ce que j'avais fait? Je me rappelle plus si j'avais fait des cartels pour cette expo. J'avais peut-être fait des cartels pour chaque image. Ça serait intéressant de retrouver en fait les images pour voir si j'avais fait ça. Pour les suivantes, donc je pense que ça doit être l'année suivante ou 2 ans après. En fait, il y a une deuxième expo, un petit peu dans le même genre, dans une ville qui était à côté de chez moi, où on a commencé à exposer aussi. Alors là, il y avait aussi des peintres, il y avait des sculpteurs, il y avait, alors, en tous les cas, tous des artisans créatifs. Et donc, on a eu du monde, on a bien parlé avec les gens. C'était vraiment une très très bonne expérience. Les premières expos, en fait, comme tu as pu le voir sur les images, eh bien,
les panneaux d'installation étaient complètement nus. Donc les photos n'étaient pas mises en relief. Et donc, après avoir vu plusieurs expos photos, j'ai eu l'idée d'acheter en fait de la nappe intissée noire et donc de faire de tapisser en fait les grilles ou les panneaux et de venir accrocher en fait les tableaux dessus. Donc les premières années, on a tourné avec du carton plume. Et puis, alors je ne me rappelle plus l'année, j'ai eu une demande parce que, étant donné que je travaillais et que j'étais responsable de l'aquarium de Douai, j'étais en relation avec l'aquarium de Liège. Et l'aquarium de Liège, il y a un muséum d'histoire naturelle. Et ma collègue de l'aquarium m'appelle un jour en me proposant d'exposer en fait mes images. Alors, il y avait un thème, ça tournait autour de l'équinoxe de printemps. Et donc du coup, on a décidé de se voir avec toute l'équipe, l'équipe technique qui organise en fait des expos et la communication, et donc pour déterminer un petit peu ce qu'on allait mettre comme image. Alors, ce qui est ressorti en fait de cette première réunion, c'est que on a déterminé 25 tirages pour que ça soit disséminé en fait dans les salles du muséum. Donc 25 tirages. En fait, moi j'ai mis une petite partie, j'ai fait une petite contribution financière pour cette expo et tout le reste, c'est le muséum qui me l'a payé. Cette expo a duré 3 mois. Elle a été faite par un artisan belge qui a fait les tirages sur papier mat et qui les a contrecollés sur du Forex. Le Forex, c'est une sorte de PVC. Alors, je ne le conseille pas forcément. Alors, c'est pas. Alors là, en fait, les tirages n'étaient pas forcément moins chers parce que vu la qualité du papier et de l'impression, en fait, on a payé quasiment la même chose qu'un Dibond, par exemple, pour te donner un ordre d'idée. Le seul reproche que j'ai à faire sur le Forex, c'est qu'avec le temps, en fait, ça se gondole un petit peu. Donc ça prend un pli, même si cet artisan avait installé derrière, en fait, des cornières pour pouvoir accrocher les cadres, pour pouvoir accrocher les photos. C'était des images qui faisaient 60-40. Et pour cette expo, donc j'avais pensé, donc c'est la seule expo où j'ai vraiment travaillé comme un acharné dessus pour avoir quelque chose de cohérent. Parce que je suis parti, alors mon expo s'appelait Le Réveil de la Nature, et donc je partais de la fin de l'hiver, un début printemps, avec les stigmates encore un petit peu de l'hiver. Je suis retourné en fait dans la nature, et d'utiliser aussi des images que j'avais déjà faites, parce que je les trouvais assez cohérentes pour le thème. J'ai aussi organisé des tirages. Alors, j'avais fait des planches. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'en avais fait 3. Il y en avait une planche où je me présentais, présentation de ce que je faisais et pourquoi je faisais en fait ces images. J'avais fait une planche pour amorcer en fait l'exposition, et il me semble que j'avais mis aussi une planche pour clôturer en fait cette exposition. J'avais également fait des cartels où je n'avais mis de mémoire, parce que c'est très très vieux. Il me semble que j'avais mis en fait un titre aux images, et il me semble que j'avais mis le boîtier utilisé, et surtout j'avais mis l'optique. Faudrait que je retrouve des images que j'avais faites de ça pour vraiment te confirmer, mais je pense que c'était ça. Les planches que j'avais réalisées, en fait, je les avais faites au boulot parce que on avait une photothèque, avec des photos sur plaque de verre, et ma collègue avait une imprimante, alors
peut-être pas pro, mais semi-pro. Et donc du coup elle m'avait fait des tirages pour mes petites expos temporaires à mon travail, et donc je lui avais fait faire en fait ces 3 planches. Pour les cartels, j'avais fait directement sur du carton plume et sur alors je ne sais plus comment on appelle ça en fait, c'est le plastique dont tu te sers pour, enfin que les profs utilisaient pour faire des cours. En fait, ils écrivaient sur leur imprimé transparent, ils mettaient alors je ne sais même plus comment ça s'appelle, sur ce boîtier avec de la lumière qui reprojetait au tableau. Donc en fait, moi j'avais utilisé en fait ces transparents pour imprimer avec une petite imprimante, et j'avais contrecollé ça sur du carton plume. Donc ça faisait super bien le job, et ça m'a tenu pendant toute l'expo et même après. Puisque cette expo a duré pendant 2 ans après l'année d'expo à Liège, sur mes petites expositions que je faisais donc dans ma ville et dans la ville à côté, Violaine, elle s'appelle Violaine, et donc j'ai fait tourner cette expo pendant 2 années. Suite à cette grosse exposition que j'ai fait tourner pendant 2 ans, eh bien j'ai refait des tirages. Donc cette fois c'était du tirage papier, où j'ai été chercher des cadres, alors des cadres Ikea, parce que j'avais pas forcément les moyens de mettre beaucoup d'argent en fait sur des cadres. Et j'ai fait 2 autres expos, donc jusqu'à maintenant. Alors le thème c'était fleurs et lumière. Donc je voulais en fait avoir des lumières particulières sur les images. Sauf que je me suis un petit peu planté en fait, justement lorsque j'ai sélectionné les photos. Donc je vais te passer aussi les images que j'avais utilisées pour cette expo, pour cette série, et tu vas voir qu'en fait au final j'avais très mal choisi, parce que eh bien il n'y avait pas forcément des lumières exceptionnelles sur toutes les images. Donc il y a eu celle-ci, et il y a eu une autre expo aussi, donc toujours des tirages, où c'était sur les oiseaux. Donc ça c'est la dernière que j'ai mise en place. Et là j'avais pas forcément de titres pour cette expo, pour cette série, et je voulais en fait commencer avec des oiseaux de jardin, des oiseaux de sous-bois, pour arriver sur les oiseaux de zone humide. Donc j'avais commencé avec, je crois que j'avais le grimpero des bois, j'avais le pinson, et puis je suis allé jusque le martin pêcheur, les cygnes et ce genre de choses. Donc là j'avais... alors les tirages, je les ai... Enfin, jusqu'à maintenant en fait, tous les tirages que moi j'ai fait, que j'ai commandé personnellement, je l'ai fait chez Salle Digitale. Alors je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt très bien. J'ai toujours été satisfait des tirages que j'ai pu obtenir de chez eux. Donc je te parlerai un petit peu après de ce que j'aimerais bien entreprendre après, mais ça sera si j'arrive à avoir des budgets conséquents. Donc voilà en fait les images. Donc là j'avais uniquement présenté des photos avec les cadres, mais je n'avais mis aucune description, et je n'avais pas mis de cartel non plus en fait sur les images. Je pense que alors la série avec les fleurs et lumière, en fait c'est cette série là que j'avais proposée au festival de Namur en Belgique. En fait je voulais exposer là-bas, malheureusement en fait je n'ai pas été retenu, et c'est vrai qu'en regardant finalement les images, eh bien tu t'aperçois que la série n'était pas cohérente du tout. Donc pour en revenir aux prochaines expos que je vais essayer de réaliser, si je le peux, il y a plusieurs choses que je vais faire attention. C'est sur le choix des images. Je vais passer beaucoup plus de temps à essayer de choisir en fait les images et d'avoir en fait une série cohérente.
du début à la fin. Je pense que ce que j'aimerais bien, c'est avoir des formats différents de photos. Donc c'est-à-dire toujours garder un format qui est soit du 30-40, soit du 60-40, avec des images qui vont être beaucoup plus grandes, de type du 90 pour les plus grandes largeurs, parce que je pense qu'en fait, intégrer différents formats, ça peut permettre d'avoir une série qui va être un petit peu plus impactante en fait pour celui qui va venir la regarder. Ce que j'aimerais bien par la suite, alors je pense que ça va être peu probable que j'arrive à jongler sur les deux tableaux, c'est que je voudrais en fait des papiers plus écologiques, mais je voudrais aussi une présentation par exemple en caisse américaine. Or, je ne sais pas si on peut réaliser en fait les formats avec du papier écologique pour des caisses américaines. Donc ça, il faudra que je regarde un petit peu. En tous les cas, je pense que les prochaines, les tirages seront toujours chez Salle Digitale dans un premier temps. Et puis, je pense que je vais repenser à ce que j'avais fait en fait sur la grosse expo, c'est-à-dire à mettre quand même des explications. Parce que je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose à une expo. Je pense qu'il ne faut pas en mettre de trop, mais je pense qu'il faut quand même apporter un minimum d'informations en fait, pour que les gens comprennent l'intention et le processus en fait, photographique qu'on a voulu mettre en place. Après, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à organiser ça. Je suis en train de réfléchir aussi à peut-être remettre des cartels. Je ne sais pas encore si je ne mettrai que un titre ou si je mettrai par exemple des exifs. Alors, si tu me suis, tu sais que les exifs, je ne suis pas forcément pour mettre des exifs, mais bon, pourquoi pas. Et puis oui, essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant en fait sur mes expos, beaucoup plus réfléchi et peut-être réussir à pouvoir faire 1-2 expos à l'année, mais par exemple dans des festivals, donc des expos qui soient conséquentes. J'aimerais bien pouvoir continuer d'exposer en fait les tirages que j'ai, enfin les séries que je vais, les tirages que je vais pouvoir faire dans des petits lieux, par exemple, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple des mairies, des médiathèques, chose que j'ai déjà essayé de démarcher, mais pour l'instant je n'ai aucun retour. Donc je continue en fait d'essayer de démarcher en fait des endroits pour espérer exposer. Donc là j'ai une accroche sur une maison de l'environnement. Donc là je dois reprendre contact au mois d'octobre pour voir si le directeur est d'accord et s'il est intéressé par mes images. Bon, apparemment il l'est puisqu'il a vu un petit peu mon travail. Et puis oui, essayer de mettre des images à certains endroits où ça puisse rester entre 2 et 3 mois et essayer d'avoir des retours là-dessus, notamment pour mes formations et puis peut-être alors je ne sais pas encore comment je vais les appeler, mais des coachings ou des stages nature photo que je vais essayer de mettre en place dès 2024. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de travail, beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées aussi sur certains thèmes photographiques que j'aimerais réaliser, et notamment avec l'évolution que j'essaye de me donner dans mes images, c'est-à-dire avec l'association de différentes techniques, différentes lumières, différents traitements, pour que justement mes séries soient plus cohérentes et qu'elles racontent vraiment quelque chose. Pour ce que je n'ai pas parlé, c'est
les attaches en fait, enfin comment je mets en place en fait mes expositions. Alors je t'avais dit que au fur et à mesure du temps de mes petites expositions, j'avais décidé de mettre de la nappe intissée sur les panneaux, sur les grilles, pour que mes images ressortent un petit peu plus. Alors, pour moi accrocher en fait mes images, j'ai trouvé en fait, alors c'est de la débrouille tout simplement, hein. Alors j'aurais très bien pu acheter des choses de musée, d'exposition de musée, mais là on n'est plus sur les mêmes budgets, et comme je n'ai pas forcément le budget adéquat, eh bien je me suis débrouillé. Donc en fait j'ai acheté des petites chaînes, alors je te remontrerai, enfin tu verras sur des photos ou sur des petits films, en fait, la petite chaînette, alors je ne sais plus combien que c'était, hein, quand je les ai achetées à Leroy Merlin, ça devait être 2,50 m ou 3 mètres, et en fait j'ai ouvert et j'ai pris les dimensions qu'il me fallait pour que toutes mes images soient à la même hauteur. J'ai également acheté en fait du fil de fer, et sur une expo en fait j'ai pris le temps de tout mesurer pour avoir en fait les mêmes dimensions sur mes accroches, et d'avoir en fait, voilà, après je n'ai plus qu'à mettre donc ma chaînette, ici j'accroche mon tableau, et puis en fait j'ai tous mes tableaux qui sont à la même hauteur, et en général c'est à peu près droit. Alors certes, il faudra par la suite que j'achète des choses qui soient un petit peu plus qualitatives, notamment si j'arrive à décrocher des expos sur des festivals. Donc ça, on verra. Pour l'instant, je continue les petites expos, je vais essayer de trouver toujours des lieux, parce que qui dit exposition sur un festival dit aussi budget pour aller sur le lieu. Alors tout dépend en fait du festival en question, mais c'est minimum une semaine. Donc en fait il faut l'hébergement, il faut pouvoir se nourrir, donc il y a tout ce budget en plus, et des expos ça coûte quand même relativement cher. Plus les tirages, voilà, on arrive tout de suite à des sommes qui sont quand même conséquentes. Donc je travaille là-dessus, donc pour l'instant je n'ai pas encore trouvé une organisation pile poil comme il faudrait pour avoir une série, une exposition parfaite. Je pense que la meilleure que j'ai pu faire, c'est toujours celle en Belgique, au Muséum de Liège. Mais là, effectivement, cette année, je commence à regarder un petit peu plus mes images. Et puis, 2024, je vais quand même au moins déposer un dossier. Donc, je ne dis pas encore quel festival je vais aborder, mais qui est dans ma région. Et écoute, on verra bien si ça porte ses fruits, et puis si j'arrive à avoir quelque chose de cohérent, et le retour que j'en aurai si jamais j'ai le bonheur de pouvoir y participer. Alors j'espère que ce tour d'horizon en fait des expos a été assez complet. Si j'ai oublié des choses, de dire certaines choses, n'hésite pas à me le poser dans les commentaires. Et puis écoute, là la vidéo a duré quand même pas mal de temps. Je te laisse pour cette fois. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour les prochaines parutions. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Le lien qui se trouve juste en dessous, c'est mon PDF gratuit à télécharger pour savoir faire des images d'insectes en vol. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, et entre-temps, amuse-toi en photo et profite de la nature. Ciao!